Constantinople, juillet 1908. Des officiers de l'armée font irruption dans les stations télégraphiques à travers l'Empire. Leur message est simple, restaurer la Constitution ou affronter la Révolution. Le sultan cède en quelques heures. Après 30 ans de règne autocratique, Abdul Hamid II abandonne le pouvoir à un parlement. Les jeunes Turcs croient pouvoir sauver 6 siècles de gloire ottomane par des réformes radicales. Il leur reste 15 ans. Ce qui suit n'est pas un effondrement soudain, mais une désintégration au ralenti, chaque année arrachant un autre morceau d'un empire qui terrorisait autrefois l'Europe. Voici l'histoire de comment l'homme malade de l'Europe est finalement mort. La Révolution de 1908 électrise l'Empire. À Constantinople, musulmans et chrétiens s'embrassent dans les rues. Juifs et Grecs célèbrent ensemble. Les intellectuels exilés affluent de Paris et du Caire. Les jeunes Turcs promettent l'égalité pour tous les sujets, quelle que soit leur religion ou leur origine ethnique. Les journaux déclarent qu'une nouvelle ère commence. Les diplomates européens observent avec scepticisme. Ils ont vu l'Empire ottoman tenter des réformes auparavant. Chaque fois, les anciennes structures ont résisté. Chaque fois, la dette extérieure a augmenté. Chaque fois, plus de territoire a été perdu. Mais cette fois semble différente. Ces officiers ont étudié dans des académies militaires françaises et allemandes. Ils comprennent les institutions modernes. Ils croient au nationalisme comme force unificatrice. Ils se trompent complètement. Le premier problème apparaît immédiatement. L'Empire ottoman n'est pas une nation. C'est un patchwork de peuples qui partagent seulement un souverain commun. Les Albanais veulent l'autonomie. Les Arabes veulent l'autonomie. Les Arméniens veulent l'autonomie. Les Grecs de Crète veulent s'unir à la Grèce. Les Bulgares de Macédoine veulent s'unir à la Bulgarie. Chaque groupe ethnique interprète la Constitution de 1908 comme une permission de se séparer. Les jeunes Turcs réalisent leur erreur trop tard. Ils ont promis l'égalité dans un empire construit sur la hiérarchie religieuse. Ils ont promis la représentation dans un empire où la plupart des gens ne se considèrent pas ottomans. Ils ont promis la modernisation à un empire dont les créanciers européens contrôlent déjà les douanes, les chemins de fer et les mines. Le réveil est brutal. En octobre 1908, l'Autriche-Hongrie annexe la Bosnie-Herzégovine, territoire que l'Empire ottoman contrôlait nominalement depuis 1878. Le gouvernement des jeunes Turcs proteste auprès des puissances européennes. Personne ne répond. La Bulgarie déclare son indépendance complète le même jour. Encore une fois, personne en Europe ne défend les intérêts ottomans. La Crète annonce son union avec la Grèce. Le schéma devient clair. Les réformes constitutionnelles sont interprétées non comme une force, mais comme une faiblesse. Chaque concession encourage plus de demandes. Chaque appel à l'égalité rappelle aux minorités qu'elles ne veulent pas être égales dans un empire ottoman. Elles veulent leurs propres États-nations. En un an, les jeunes Turcs perdent le contrôle de territoires peuplés par des millions de sujets. Et les pertes ne font que commencer. 1911. L'Italie déclare la guerre pour conquérir la Libye, dernière possession ottomane en Afrique du Nord. L'armée ottomane, réformée et réorganisée par des conseillers allemands, devrait être plus forte. Elle ne l'est pas. Les officiers sont mieux formés, mais le système logistique s'effondre toujours. Les soldats sont plus nationalistes, mais les fournitures n'arrivent jamais. La marine ottomane ne peut pas projeter de puissance à travers la Méditerranée parce que les cuirassés achetés avec des emprunts européens sont obsolètes avant même d'être livrés. Les Italiens bombardent les ports, débarquent les troupes et conquièrent la Libye en mois, pas en années. L'Empire perd son dernier pied en Afrique sans bataille décisive. Pire encore, pendant que l'armée ottomane est distraite en Libye, les États balkaniques voient leur opportunité. Octobre 1912. La Serbie, la Bulgarie, la Grèce et le Monténégro forment une alliance impensable. Ces nations se haïssent mutuellement, mais elles haïssent encore plus l'Empire ottoman. Ensemble, elles mobilisent 700 000 hommes contre les provinces ottomanes en Europe. Les jeunes Turcs sont confiants.
L'armée ottomane compte 500 000 soldats dans les Balkans. Les fortifications de l'Edirne, construites avec des emprunts français, sont supposées être imprenables. Les généraux ottomans ont étudié dans les mêmes académies que leurs adversaires. La confiance dure 3 semaines. L'armée bulgare écrase les défenses ottomanes à Kirk-Kilis. 20 000 soldats ottomans morts ou capturés. L'armée serbe annihile 3 divisions ottomanes à Kumanovo. 15 000 pertes ottomanes. L'armée grecque libère Thessalonique, deuxième ville de l'Empire ottoman en Europe, sans combat de rue majeur. En un mois, les armées ottomanes reculent sur tous les fronts. Le commandement ottoman s'effondre dans la confusion. Les unités se retirent sans ordre. Les généraux se blâment mutuellement. Les fournitures disparaissent. Le système ferroviaire, censé permettre le déploiement rapide des troupes, est débordé par les réfugiés fuyant vers Constantinople. En novembre, les armées balkaniques assiègent Edirne et avancent vers la capitale. L'Empire ottoman en Europe, qui s'étendait de l'Adriatique à la mer Noire, se rétrécit vers une bande de terre autour de Constantinople. 600 ans de domination balkanique s'évaporent en 6 semaines. Le choc psychologique est total. L'élite ottomane croyait que les réformes militaires avaient créé une armée moderne. Elles avaient créé une armée avec des uniformes modernes et des manuels allemands, mais sans la logistique, la cohésion ou le moral pour gagner. L'élite ottomane croyait que le nationalisme ottoman pourrait unir l'Empire. Il a simplement donné aux minorités un langage pour exiger la séparation. L'élite ottomane croyait que les puissances européennes soutiendraient l'intégrité territoriale ottomane pour maintenir l'équilibre des pouvoirs. Les Européens regardent les armées balkaniques démembrer l'Empire et négocient seulement pour s'assurer qu'aucun État balkanique ne devienne trop puissant. L'Empire ottoman réalise qu'il ne compte plus. Il n'est plus une pièce d'échec sur le plateau européen. Il est le plateau lui-même, un territoire à diviser. Mai 1913, Traité de Londres. L'Empire ottoman cède la quasi-totalité de ses territoires européens. L'Edirne, ancienne capitale, passe à la Bulgarie. Les îles de la mer Égée passent à la Grèce. L'Albanie devient indépendante. Des millions de musulmans deviennent réfugiés, fuyant vers l'Anatolie avec rien d'autre que ce qu'ils peuvent porter. Constantinople reste ottomane, mais juste à peine. La frontière européenne de l'Empire se trouve maintenant à 40 km de la capitale. 83% du territoire européen ottoman est perdu. Les revenus des douanes s'effondrent. La dette extérieure, déjà écrasante, devient impossible à rembourser. Les créanciers européens saisissent encore plus de contrôle sur les finances ottomanes. Le cercle vicieux se resserre. Moins de territoire signifie moins de revenus. Moins de revenus signifie plus d'emprunts. Plus d'emprunts signifie plus de contrôle étranger. Plus de contrôle étranger signifie plus de ressentiment. Plus de ressentiment signifie plus d'instabilité. Plus d'instabilité signifie plus de pertes territoriales. L'Empire est pris dans une spirale mortelle. À l'intérieur de l'Empire, les jeunes Turcs deviennent paranoïaques et autoritaires. Les libéraux, qui ont célébré la Constitution de 1908, sont arrêtés. Les journaux qui critiquent le gouvernement sont fermés. Les minorités soupçonnées de déloyauté sont déportées. Le parti, qui a promis l'égalité et la représentation, devient une dictature militaire. La logique est brutale, mais compréhensible. L'Empire se désintègre. Chaque concession encourage plus de séparatisme. Chaque signe de faiblesse invite l'intervention étrangère. La seule réponse, selon les jeunes Turcs, est une centralisation impitoyable et un nationalisme turc agressif. Cette décision scelle le sort de l'Empire. En abandonnant l'ottomanisme multiconfessionnel pour le nationalisme turc, les jeunes Turcs aliènent les Arabes, les Kurdes et les Arméniens, qui constituent la majorité de la population de l'Empire. Le résultat est prévisible. Plus de rébellion, plus de répression, plus de ressentiment. L'Empire s'enfonce plus profondément dans le chaos. 1914. La guerre mondiale éclate. L'Empire ottoman a un choix. Rester neutre et espérer que les puissances européennes se détruisent mutuellement. Rejoindre les Alliés et espérer que la Grande-Bretagne et la France protégeront ce qui reste de l'Empire.
rejoindre les puissances centrales et espérer que l'Allemagne aidera à récupérer les territoires perdus. Les jeunes Turcs choisissent l'Allemagne. La logique semble solide. L'Allemagne n'a pas d'ambition territoriale au Moyen-Orient comme la Grande-Bretagne et la France. L'Allemagne a fourni des conseillers militaires et un financement pour le chemin de fer de Bagdad. L'Allemagne est la puissance montante qui peut contester la domination britannique et française. En novembre 1914, l'Empire ottoman entre en guerre aux côtés de l'Allemagne. La décision est catastrophique. Les campagnes militaires commencent avec optimisme. Le ministre de la guerre, Enver Pacha, lance une offensive d'hiver contre la Russie dans le Caucase. Il rêve de conquérir l'Asie centrale et de créer un empire panturc. L'offensive est un désastre. 90 000 soldats ottomans meurent de froid, de faim ou dans des batailles mal planifiées. Enver Pacha blâme la population arménienne locale pour sabotage. Ce qui suit est un génocide. Des centaines de milliers d'Arméniens sont déportés ou assassinés. La catastrophe humanitaire détruit toute prétention que l'Empire ottoman est une entité multiethnique. C'est maintenant ouvertement un projet nationaliste turc construit sur les cadavres des minorités. La brutalité garantit que les Arabes, les Kurdes et les autres minorités ne feront jamais confiance au gouvernement ottoman. Les rébellions se multiplient. En Arabie, la dynastie hachémite, gardien des villes saintes de la Mecque et Médine, se révolte avec l'encouragement britannique. Les agents britanniques promettent de l'indépendance arabe après la guerre. Les tribus arabes attaquent les lignes de chemin de fer ottomanes. Chaque raid coupe les fournitures vers les armées ottomanes en Palestine et en Mésopotamie. L'Empire ne peut pas défendre simultanément le Caucase, la Mésopotamie, la Palestine, l'Arabie et les Dardanelles. Les ressources sont dispersées sur des milliers de kilomètres. La logistique s'effondre. Les soldats ottomans se battent courageusement, mais sans munitions, sans nourriture et sans espoir de victoire. Le seul succès ottoman est la défense de Gallipoli, où les troupes ottomanes commandées par Mustafa Kemal repoussent l'invasion britannique et australienne. Cette victoire, cependant, ne change pas la trajectoire de la guerre. Elle retarde seulement l'inévitable. 1916. La révolte arabe s'étend. 1917. Jérusalem tombe aux Britanniques. 1918. Damas tombe. Bagdad est déjà perdue. L'armée ottomane en Mésopotamie se rend. L'armée ottomane en Palestine se rend. L'armée ottomane en Syrie se désintègre. En octobre 1918, les Alliés menacent Constantinople elle-même. L'Empire ottoman signe l'armistice de Moudros. Les termes sont humiliants. Les Alliés occupent les détroits. Les troupes alliées contrôlent les points stratégiques à travers l'Empire. Les armées ottomanes sont démobilisées. Les navires ottomans sont saisis. Le gouvernement ottoman perd le contrôle de sa propre capitale. Les soldats alliés patrouillent dans les rues de Constantinople. L'Empire, qui contrôlait autrefois 3 continents, est maintenant un État client occupé. Mais l'humiliation n'est pas terminée. 1917. Traité de Sèvres. Les puissances alliées découpent ce qui reste de l'Empire ottoman. La France obtient la Syrie et le Liban. La Grande-Bretagne obtient la Palestine, la Jordanie et l'Irak. L'Italie obtient le sud-ouest de l'Anatolie. La Grèce obtient la Thrace orientale et Smyrne. L'Arménie devient indépendante dans l'Est. Le Kurdistan obtient l'autonomie. Ce qui reste de l'Empire ottoman est une petite zone autour d'Ankara et de Constantinople, sans accès à la mer, sans ressources et entouré d'ennemis. Le sultan, maintenant juste une marionnette des occupants britanniques, signe le traité. L'élite ottomane de Constantinople accepte. Ils n'ont pas le choix. Les soldats alliés contrôlent la ville. Mais en Anatolie, quelque chose de différent se passe. Mustafa Kemal, le héros de Gallipoli, refuse d'accepter le traité de Sèvres. Il organise un gouvernement nationaliste à Ankara. Il mobilise les restes de l'armée ottomane. Il appelle tous les Turcs à résister au démembrement. Les puissances alliées ignorent d'abord le mouvement nationaliste. Ils sont fatigués de la guerre. Ils veulent rentrer chez eux. Ils supposent que le sultan à Constantinople contrôle toujours le pays. Ils se trompent.
l'Empire ottoman en Anatolie n'obéit plus au sultan. Il obéit à Mustafa Kemal. La guerre d'indépendance turque commence. L'armée grecque, encouragée par la Grande-Bretagne, avance profondément en Anatolie. Ils rêvent de restaurer l'Empire byzantin. Ils atteignent presque Ankara en 1921. Puis, l'armée nationaliste turque contre-attaque. La bataille décisive a lieu à la rivière Sakarya en août 1921. 22 jours de combat, des dizaines de milliers de pertes. L'armée grecque se retire. En 1922, l'armée nationaliste turque lance l'offensive finale. L'armée grecque s'effondre. Les soldats grecs fuient vers la côte. La population grecque chrétienne de Smyrne, vieille de 2500 ans, est massacrée ou expulsée. La ville brûle pendant des jours. Des centaines de milliers de réfugiés s'entassent sur le front de mer, suppliant les navires alliés de les évacuer. Les navires alliés regardent sans intervenir. L'Europe a décidé qu'elle en a fini avec l'Empire ottoman. Elle est également finie avec sauver les minorités chrétiennes. La guerre d'indépendance turque se termine par une victoire nationaliste totale. 1922. Le sultan est toujours à Constantinople, maintenant complètement impuissant. L'Assemblée nationale à Ankara vote pour abolir le sultanat. 600 ans de règne ottoman se terminent non par une proclamation impériale, mais par un vote parlementaire dans une ville que les sultans ignoraient autrefois. Le dernier sultan, Mehmed VI, s'enfuit sur un navire de guerre britannique. Il meurt en exil. Personne ne se bat pour restaurer le sultanat. Personne ne pleure sa disparition. L'institution est trop associée à la défaite, à l'humiliation et au contrôle étranger. Les nationalistes turcs ne veulent pas réformer l'Empire ottoman, ils veulent l'enterrer. 1923. Le traité de Lausanne remplace le traité de Sèvres. Les puissances alliées reconnaissent la République de Turquie comme État successeur de l'Empire ottoman. Les frontières sont redessinées. La Turquie perd tous les territoires arabes, mais conserve l'Anatolie et la Thrace orientale. Les minorités chrétiennes sont expulsées. Les musulmans des Balkans sont expulsés vers la Turquie. Des millions de personnes sont déplacées dans un échange de population brutal. L'Empire ottoman multiethnique et multiconfessionnel est remplacé par un État-nation turc homogène. Le califat, dernière institution islamique de l'Empire, est aboli en 1924. La République turque adopte un alphabet latin, un code civil suisse et une laïcité agressive. Tout lien avec le passé ottoman est systématiquement effacé. Mustafa Kemal, maintenant connu sous le nom d'Atatürk, déclare que l'Empire ottoman était un obstacle au progrès. La nouvelle République se construit sur son rejet. Pourquoi l'Empire ottoman est-il mort? Les réponses faciles blâment les jeunes Turcs, le traité de Sèvres ou la Première Guerre mondiale. Mais les causes sont plus profondes. L'Empire ottoman est mort parce que sa structure économique dépendait de l'expansion. Lorsque l'expansion s'est arrêtée, au XVIIe siècle, les revenus ont stagné. La dette extérieure a augmenté. Le contrôle étranger sur les finances a augmenté. Chaque réforme a coûté de l'argent emprunté à l'Europe. Chaque emprunt a donné aux créanciers plus de contrôle. Finalement, l'Empire a perdu l'autonomie économique. Il ne pouvait pas construire une armée moderne sans emprunts européens. Il ne pouvait pas industrialiser sans investissements européens. Il ne pouvait pas maintenir sa bureaucratie sans revenus contrôlés par des administrateurs européens. L'Empire est devenu un semi-colonisé, piégé entre l'indépendance formelle et la subordination réelle. L'Empire ottoman est mort parce que son système politique ne pouvait pas évoluer. Le sultanat était une autocratie basée sur la loyauté personnelle et le patronage. Le constitutionnalisme exigeait l'état de droit et la représentation. Les deux systèmes ne pouvaient pas coexister. Chaque tentative de réforme créait plus d'instabilité. La Constitution de 1876 a été suspendue après 2 ans. La Constitution de 1908 a conduit à un coup d'État en 1913. Le système politique oscillait entre l'autocratie et le chaos, incapable de trouver un équilibre stable. Pendant ce temps, les minorités nationales développaient leurs propres identités.
Le nationalisme importé d'Europe a détruit le fondement multiethnique de l'Empire. Impossible de créer une identité ottomane lorsque les Grecs voulaient être Grecs, les Arabes voulaient être Arabes et les Arméniens voulaient être Arméniens. L'ottomanisme est mort face au nationalisme ethnique. L'Empire ottoman est mort parce que ses réformes militaires ont échoué. Les jeunes Turcs ont embauché des conseillers allemands, acheté des armes modernes et réorganisé l'armée selon des lignes européennes. Mais les réformes n'ont jamais atteint le niveau logistique. Les chemins de fer étaient insuffisants, les routes étaient mauvaises, le système de ravitaillement s'effondrait sous le stress. Les soldats se battaient courageusement, mais étaient toujours à court de munitions, de nourriture et de soutien médical. Une armée moderne nécessite plus que de bons officiers et des fusils. Elle nécessite une infrastructure industrielle, une bureaucratie efficace et une richesse pour la soutenir. L'Empire ottoman n'avait aucune de ces choses. Il avait l'apparence de la modernité sans la substance. L'Empire ottoman est mort parce qu'il a choisi le mauvais côté dans la Première Guerre mondiale. Cette décision n'était pas inévitable. L'Empire aurait pu rester neutre. Il aurait pu rejoindre les Alliés. Mais les jeunes Turcs ont parié sur l'Allemagne, croyant qu'une victoire allemande leur permettrait de récupérer les territoires perdus et d'échapper au contrôle britannique et français. Le pari a échoué. La défaite a entraîné l'occupation, le démembrement et l'humiliation totale. Mais même sans la guerre, l'Empire aurait probablement échoué. Les guerres balkaniques ont montré que l'armée ottomane ne pouvait pas défendre ses territoires. La révolte arabe a montré que les sujets arabes ne se sentaient pas ottomans. La dette extérieure a montré que l'Empire n'était plus économiquement viable. La guerre a simplement accéléré un processus déjà en cours. L'héritage de l'effondrement ottoman façonne le Moyen-Orient aujourd'hui. Les frontières dessinées par les puissances européennes ignoraient les identités ethniques et religieuses. L'Irak a combiné Kurdes, sunnites et chiites. La Syrie a combiné alaouites, chrétiens et sunnites. Le Liban a combiné maronites, druzes et musulmans. Ces États artificiels ont lutté pour l'unité depuis leur création. Les conflits sectaires, les guerres civiles et les interventions étrangères suivent directement du démembrement de l'Empire ottoman. L'échec a créé des États-nations viables après l'Empire, a créé un siècle d'instabilité. Le nationalisme turc né des ruines de l'Empire reste puissant. La République turque s'est définie contre l'héritage ottoman, le rejetant comme arriéré et corrompu. Mais en purgeant l'influence ottomane, la République a également purgé le multiculturalisme qui définissait l'Empire. La Turquie moderne lutte toujours avec cet héritage. Les Kurdes, les Alévis et les minorités religieuses se sentent marginalisés dans un État construit sur le nationalisme turc. Les débats sur l'identité, la laïcité et le rôle de l'islam reflètent des tensions qui remontent à l'effondrement ottoman. L'histoire de l'Empire ottoman ne parle pas de déclin inévitable. Elle parle de choix qui se sont fermés. Chaque défaite militaire a réduit les revenus. Chaque emprunt a augmenté le contrôle étranger. Chaque réforme a créé des attentes impossibles à satisfaire. Chaque concession aux nationalistes a encouragé plus de séparatisme. À un moment donné, le système est devenu irréformable. Aucune quantité de bonne gouvernance ne pouvait surmonter la dette structurelle, l'infrastructure inadéquate et les divisions ethniques. Les jeunes Turcs ont hérité d'un empire déjà mourant. Leurs tentatives de sauvetage l'ont simplement tué plus rapidement. L'homme malade de l'Europe est finalement mort, non pas dans une grande bataille, mais dans une série de petites défaites. Chaque guerre balkanique a arraché plus de territoires. Chaque traité a imposé plus de restrictions. Chaque année a apporté moins de revenus et plus de dettes. À la fin, l'Empire s'est simplement effondré sur lui-même, trop faible pour résister, trop fragmenté pour se réformer, trop endetté pour survivre. 600 ans d'histoire se sont terminés non avec gloire, mais avec épuisement. La leçon reste, les empires qui vivent de l'expansion meurent lorsque l'expansion s'arrête. Les empires qui empruntent pour survivre finissent contrôlés par leurs créanciers. Les empires qui ne peuvent pas s'adapter aux nouvelles réalités s'effondrent. L'Empire ottoman a fait les trois.
Sa mort a pris 15 ans, mais le résultat n'a jamais été en doute.